Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Public Sénat. On va plus loin ce soir avec la suite de nos débats thématiques sur les grands enjeux de la présidentielle. On se penche aujourd'hui sur nos institutions, mandat des parlementaires, proportionnel, référendum d'initiative populaire. Face à la défiance des citoyens concernant leurs institutions, les propositions sont nombreuses. On les détaillera ce soir avec nos invités. Avec le soutien de Bertrand Delanoë, Emmanuel Macron enregistre un ralliement de poids qui pourrait en annoncer d'autres, tant la famille socialiste est divisée sur la campagne de Benoît Hamon. Bertrand Delanoë a notamment justifié son choix Macron en invoquant le vote utile contre le Front National. On débattra de cette notion du vote utile avec nos deux invités du match des idées ce soir, Bruno Roger-Petit et Olivier Babot. Et puis enfin, après ce match très masculin, nous célébrerons la journée de la femme en recevant ce soir dans le grand entretien Natacha Kester-Séméon. Elle est porte-parole de Jamais sans elle. C'est un collectif qui a lancé un appel. Plus aucune table ronde, réunion, émission ne doit se tenir sans femmes. Elle ne demande ni loi, ni quota, ni règlement, mais un simple engagement personnel pour mettre en valeur les femmes. C'est un entretien à suivre à partir de 23h. Mais avant de recevoir les premiers invités de nos débats, on passe en revue l'actualité du jour. C'est le tour de l'info et il est réalisé ce soir par Cécile Sixou. Des pancartes et des slogans. Il est 15h40 précise, place de la République, et ils sont une centaine, hommes et femmes. Ils ont répondu à l'appel à faire la grève pour une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Une initiative lancée par une trentaine d'organisations féministes à l'occasion de la 40e journée de la femme. François Hollande participait lui à une rencontre internationale sur le sujet. Il a pointé les reculs observés dans certains pays. Il y a des risques qu'on nous fasse revenir en arrière. Et ceci, pas simplement dans les pays émergents ou dans les pays qui seraient confrontés à des dictatures, mais aussi dans les pays développés, aussi dans les pays riches. Gouvernement paritaire, programme scolaire, femmes seules, le président de la République est également revenu sur son bilan auprès des femmes. Le chiffre du jour. Vous êtes 47 millions inscrits sur les listes électorales, un chiffre en hausse de 1,8% selon le ministère de l'Intérieur, ce qui représente un peu plus d'1 500 000 nouveaux électeurs. Désormais, ce sont donc 90% des Français susceptibles de pouvoir voter qui pourront glisser un bulletin dans l'urne pour les présidentielles et législatives. Déclaration. Il y a une autre question qui se pose aujourd'hui, une autre révélation du canard enchaîné sur un prêt non déclaré. Rien du tout sur ces sujets, c'est pas un sujet. Interrogez mes avocats, ce feuilleton ne m'intéresse plus et en tout cas je ne me laisserai pas entraîner dans une opération qui est clairement une opération de déstabilisation politique. Pour ce qui est de Bertrand Delanoë, il s'était mis en retrait de la vie politique depuis plusieurs années. C'est un homme politique pour lequel j'ai un profond respect, qui a toujours, dans sa carrière, fait preuve à la fois de cohérence, de probité, et qui ce matin, dans des termes très graves compte tenu de la situation du pays, a marqué son soutien. C'est pour moi un soutien d'une nature très exceptionnelle, très rare. En France. 8 mineurs devant la justice. 46 jeunes relâchés après les heurts qui ont éclaté hier dans les lycées de Seine-Saint-Denis. Valérie Pécresse, qui s'est rendue sur les lieux aujourd'hui, va porter plainte au nom de la région Île-de-France. Le gouvernement condamne quant à lui les violences. C'est l'une des premières fois où on voit comme ça la violence, non plus simplement sur le parvis des établissements, mais s'introduire dans l'établissement. Il n'est pas question que ça se reproduise. De son côté, Marine Le Pen a critiqué la réaction minimale du gouvernement. Immédiatement, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, a répliqué et accuse le Front National d'exploiter ces violences à des fins électorales. Économie. Mauvaise nouvelle pour le commerce français. En janvier, le déficit commercial hexagonal enregistre une baisse spectaculaire de 4,4 milliards d'euros et approche désormais les 8 milliards d'euros, le pire jamais enregistré. La principale raison de cette dégradation, les faibles ventes d'Airbus, l'un des piliers de l'exportation française. Sécurité.
203 personnes tuées contre 263 l'an dernier. Au mois de février, le nombre de morts sur les routes connaît une forte baisse de près de 23%. Sur les 12 derniers mois, les tendances sont également en recul de 1%. Retour en plateau avec nos premiers invités ce soir et on lance une série de débats de fond sur les propositions des candidats à la présidentielle avec un premier volet ce soir consacré aux institutions du statu quo prôné encore ce matin par François Fillon à la volonté de Jean-Luc Mélenchon d'instaurer une 6e République. Le champ des propositions est très très large. On va en débattre avec nos invités. Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, cofondatrice du Parti de gauche aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Mais surtout maintenant, j'anime France Insoumise. Parce que France Insoumise est un mouvement hors parti, y compris en dehors du parti de gauche que nous avions fondé en son temps. Voilà pour la précision. Guillaume Drago, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit public à Paris. Et puis vous êtes surtout en charge des questions institutionnelles dans l'équipe de François Fillon. Avec nous également en plateau, Benjamin Griveaux, bonsoir. Porte-parole du mouvement En Marche, donc aux côtés d'Emmanuel Macron. Et puis Valéran de Saint-Just, trésorier du Front National. Merci à vous d'être en plateau également. Alors avant de vous donner à tous la parole et de débattre des institutions, je vous propose de faire un tour d'horizon des propositions des candidats avec Flora Sauvage. En matière d'institutions, les candidats sont unanimes, il faut réformer. Face à la crise de confiance entre les citoyens et les hommes politiques, les prétendants à l'élection présidentielle proposent pour la plupart de diminuer le nombre de parlementaires. C'est le cas de Marine Le Pen, qui souhaite faire baisser le nombre de sénateurs de 348 à 200 et le nombre de députés de 577 à 300. C'est aussi la position d'Emmanuel Macron, qui veut réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. François Fillon veut, lui, soumettre cette question à un référendum. Autre critique souvent émise, le manque de représentativité du Parlement. Pour y remédier, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon veulent instaurer la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Benoît Hamon souhaite seulement une dose de proportionnelle. À cette volonté de faire participer plus les citoyens à la vie politique, Benoît Hamon veut mettre en place un 49.3 citoyen. Jean-Luc Mélenchon souhaite des référendums d'initiative partagée et l'instauration d'une 6e République. François Fillon veut lui soumettre 5 sujets à référendum. Enfin, sur le non-cumul des mandats qui doit entrer en vigueur le 1er juillet pour les députés et le 1er octobre pour les sénateurs, aucun des candidats ne souhaite revenir sur la loi. S'il est élu, Benoît Hamon limitera à 3 le nombre de mandats. Quant à Emmanuel Macron, il veut interdire également le cumul de 3 mandats identiques successifs. Voilà, retour en plateau avec cette première question. Est-ce qu'il faut vraiment à tout prix faire évoluer nos institutions? La 5e République est à bout de souffle. Peut-être cette première question au professeur de droit public que vous êtes, Guillaume Drago. Merci de cette primeur. Je crois que la 5e République, c'est l'élément stable dans ce pays. C'est l'élément qui a montré au fil des différents quinquennats que d'abord, la 5e République pouvait supporter une alternance politique. Et donc, c'est un élément quand même tout à fait majeur. Elle n'est pas autobloquante. Elle a connu un certain nombre de révisions, dont la révision de 2008, initiée par Nicolas Sarkozy et François Fillon. Et donc, cette 5e République, elle a atteint en quelque sorte son rythme de croisière. Donc, il ne faut pas l'abîmer, c'est l'élément de stabilité de notre Son rythme de croisière, mais en période peut-être avec un bicamérisme, bipartisme et bipartisme bien installé. Or, il semble que cette élection présidentielle bouscule un peu ce schéma-là. C'est vrai, mais ça c'est parce qu'on y a ajouté ce dispositif des primaires, dont on pourrait peut-être parler, même si ce n'est pas une réforme constitutionnelle. Et puis, il faudra parler aussi du mode de scrutin. Valéran de Saint-Just. Nous pensons que la 5e République, ses institutions sont tout à fait sclérosées et qu'il faut modifier beaucoup de choses. Il faudrait modifier l'article 55 de la Constitution, la suprématie des traités sur la loi. Il faudrait modifier la loi électorale et parvenir à une proportionnelle intégrale en ce qui concerne les députés. Il faudrait instaurer un référendum beaucoup plus facile à mettre en place par les citoyens et une nouvelle organisation du territoire. Je ne sais pas si c'est le sujet, mais on peut l'aborder aussi, et notamment avec la suppression des régions. J'allais plutôt vous proposer de commencer aussi par la réforme du Parlement, qui est aussi une des lignes de votre programme à tous, Benjamin Griveaux. On a vu qu'Emmanuel Macron avait notamment repris, lors de son alliance avec François Bayrou, une volonté de transparence de la vie publique, avec une réforme profonde des pratiques au Parlement.
Réforme des pratiques, mais il y a un principe qui est très clair chez Emmanuel Macron, et il l'avait d'ailleurs mis sur la table au moment des sujets qui avaient traversé la majorité au moment de la déchéance de nationalité, qui est que le texte constitutionnel, c'est dans les périodes de crise qu'on ne le modifie pas, qu'il est le point de repère, qu'il est le phare. Bah, écoutez, si vous considérez que la France n'est pas dans une période de crise, de tensions politiques, économiques, sociales, identitaires très fortes, c'est que nous ne partageons pas la même appréciation. C'est dans les moments difficiles qu'il faut que la Constitution soit notre point de repère. Et donc là-dessus, il n'y a pas de volonté d'avoir un Big Bang institutionnel. En revanche, il est une chose importante, c'est que ces institutions ont bien fonctionné quand il y avait des partis politiques et des responsables politiques qui en faisaient un bon usage. Et qu'il y avait une responsabilité politique qui était assumée devant les citoyens et que ça fonctionnait finalement relativement bien. C'est plutôt de l'affaissement des partis politiques traditionnels, du non-renouvellement de la classe politique, d'une forme d'endogamie permanente au Parlement en particulier. On est passé de la République des hauts fonctionnaires à la République des assistants parlementaires et on a plutôt dégradé le travail du législateur. Donc c'est plutôt en changeant les pratiques des partis, en changeant les candidats qui sont présents aux élections législatives et en renouvelant cela. C'est une question de volonté politique et c'est ce qu'on a engagé au sein d'En Marche. La moitié des candidats qu'on présentera seront issus de la société civile. Parce qu'il faut un Parlement qui soit plus à l'image de ce que sont les Français. Il y a, je crois, un seul artisan ou même un seul commerçant à l'Assemblée nationale. Je crois qu'ils sont un peu plus nombreux dans le pays à exercer ce beau métier. Raquel Garrido, cette dernière proposition, elle devrait vous plaire ? Bien sûr. Plus de représentation de la société civile. C'est ce que vous souhaitez aussi ? Mais bien sûr. Dans votre 6e République ? Mais bien sûr. Mais je pense qu'il faut être très naïf si on pense que c'est dans le cadre de la 5e République que la 5e République elle-même va produire le changement de la 5e République. Il n'y a aucun régime, jamais dans l'histoire, qui s'est auto-sabordé. Donc aujourd'hui, vous avez un problème majeur, c'est que le principe de base qui est que le gouvernement, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, ne s'applique pas en 5e République. Il y a une particularité exceptionnelle de notre régime français par rapport à nos voisins démocratiques, notamment dans le monde occidental, c'est que la personne qui concentre le plus de pouvoir, le président de la République, est celui qui rend le moins de compte. Il ne rend de compte à personne, ni à l'Assemblée nationale, ni au peuple, encore moins, à personne. C'est quand même un contrôle exercé par le Parlement sur l'action du gouvernement. Non, mais pas sur le président de la République qui concentre énormément de pouvoir. Et vous savez très bien ici dans les assemblées à quel point c'est l'exécutif qui marque le rythme, y compris de la production législative. Donc c'est un trait de la France. Et le mot qui synthétise tout ça, c'est impunité. Donc vous avez un président qui est élu, qui a l'onction du suffrage, et qui à partir de là dit « je fais ce que je veux ». On a théorisé par exemple aujourd'hui qu'on peut être impopulaire. Élu par les Français sur un programme quand même. Alors voilà. Et donc ce programme est-il respecté ? François Hollande a-t-il respecté son programme ? Non. Nicolas Sarkozy a-t-il respecté son programme ? Non. Donc les Français le constatent. Donc il doit y avoir des rendez-vous réguliers tout au long du quinquennat ? Non, parce que ces rendez-vous réguliers, dans la mesure où ils ne sont pas une élection présidentielle, n'ont aucune incidence. Ces rendez-vous. Voilà. Donc exactement. Les élections intermédiaires, les présidents les perdent et ils n'en tirent aucune espèce de conséquence. Donc cette impunité, elle rejaillit en cascade sur tout le personnel politique. Et vous avez là une caste politique qui prend le pouvoir et qui dit une fois que je l'ai, je ne rends de compte à personne. La 6e République, ça doit être tout l'inverse. C'est le pouvoir du citoyen tout au long de sa vie civique et notamment entre les élections. Donc on fonctionne comment La marque par des référendums permanents, d'initiatives populaires, des choses comme ça ? Non. Pour moi, la mesure clé, c'est le droit de révoquer les élus entre les élections. Le fait que les citoyens gardent ce pouvoir entre les élections de révoquer les élus. Alors pas à tout bout de champ, pas dès le lendemain de l'élection, pas avec 2% du corps électoral, bien entendu. Tout ça, ce sont des modalités qu'il faudra discuter au sein de l'Assemblée constituante. Et ça, j'en arrive à un deuxième point. Qui doit inventer cette nouvelle démocratie efficace ? C'est une Assemblée constituante. Ça ne peut pas être un comité de sages, ça ne peut pas être les partis de la 5e République, encore moins, ou les assemblées de la 5e République, bien entendu. Et c'est là le cœur du projet de la France insoumise, c'est de permettre aux Français de construire eux-mêmes les nouveaux principes politiques, leurs grandes libertés, leurs grands droits, et y compris leurs droits démocratiques, afin d'abolir ce que nous appelons de son nom, c'est-à-dire la monarchie présidentielle, autrement dit l'oligarchie politico-financière qui est en vigueur aujourd'hui. Guillaume Drago, c'est vrai que l'instauration du quinquennat a quand même fait glisser le régime français vers un régime beaucoup plus présidentiel. Oui, c'est vrai, mais ce régime présidentiel, en réalité... Avec un président qui ne rend pas
qui ne rend pas de compte devant le Parlement. Son gouvernement, oui, mais pas le président de la République. Et en fait, il y a un binôme président de la République, Premier ministre, qui a toujours bien fonctionné, et je dirais même, il a même bien fonctionné en période de cohabitation. C'était dans un système d'opposition politique. Et après cela, eh bien, il y a un gouvernement qui est responsable devant le Parlement et il y a des échéances électorales qui sont parfaitement démocratiques. Sortir de ces échéances électorales avec des référendums d'initiative populaire permanents, c'est une façon de délégitimer en réalité les représentants légitimes. Donc il faut revenir aux fondamentaux de la Ve République. Ce que je voudrais dire, c'est que revenir aux fondamentaux, ça veut dire quoi, par exemple? Revenir aux fondamentaux de la Ve République. Revenir sur le fonctionnement du Parlement, parce qu'il y a beaucoup de propositions qui vont dans le sens d'une diminution du nombre de parlementaires, de la limitation dans le temps des mandats des parlementaires. Par exemple, ça peut être une des solutions. Est-ce que ce sont des propositions que pourrait partager François Fillon propose de diminuer ce nombre de parlementaires pour revenir à un nombre raisonnable de parlementaires dans un souci de préservation des finances publiques. Ça, c'est un équilibre, à mon avis, qui est un équilibre dans la gestion. Ça, c'est un démagogique. Et deuxièmement, la preuve que vous avez compris que vous ne pouvez pas défendre la Ve République en l'état et que donc le sens de l'histoire va dans le sens de la Sixième République. Non, c'est pas. On va les rendre injustes. Le déséquilibre pointé du doigt par Mme Garrido, elle a raison de le faire. Vos solutions, je n'en ai pas encore vu la concrétisation. Mais... vous n'êtes pas d'accord avec le droit de révoquer les élus parce que la Ve République vous va bien, vous, au FN. Je ne comprends pas tout. Enfin bon, voilà, mais sur ce déséquilibre, pour être un peu technicien, je pense que moi, le point d'orgue de la Constitution de la Ve République depuis 1958, c'est le fait que le gouvernement a la maîtrise de l'ordre du jour au Parlement. Oui. Et ça, ce qui est beaucoup moins le cas depuis la réforme constitutionnelle depuis 2008. Ah bon, combien de lois? Alors attendez, on va laisser finir Valérie. Proposition de loi, vraiment, on s'en sortit de la Chambre. Donc nous voudrions, notamment par l'instauration de la proportionnelle intégrale, redonner au Parlement, c'est-à-dire aux députés, leur vrai travail de législateur et de contrôleur de l'action du gouvernement. Et donc, nous voulons aussi... Ça n'a pas de rapport avec le mode de scrutin, excusez-moi, mais ça n'a pas de rapport avec le mode de scrutin. C'est pas parce que vous avez un mode de scrutin à la représentation proportionnelle. Les députés sont faits pour être, avec le proportionnel intégral, les députés sont faits pour être à Paris, à l'Assemblée, travailler sur les lois proposées par le gouvernement, proposer eux-mêmes un certain nombre de textes, car la question de l'ordre du jour sera modifiée, et contrôler l'activité du gouvernement. Ça n'a pas de rapport avec le mode de scrutin. Si, c'est la réforme indispensable pour rétablir l'équilibre entre un président de la République, un Premier ministre. On a été habitué à François Fillon, qui a été, pour ne pas être vulgaire, qui a été une carpette vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Non, il a contribué au déséquilibre de façon encore plus importante. Il faut rétablir cet équilibre, avec un président de la République qui impulse, avec un Premier ministre, un gouvernement... La proportionnelle intégrale changerait les choses, Valéran de Saint-Just. Est-ce que ça ne sera pas source de plus d'instabilité parlementaire et d'un défaut de majorité parlementaire, tout simplement? Et une modification de la maîtrise du gouvernement sur l'ordre du jour. La proportionnelle intégrale, permettez-moi un instant, je l'ai vécu, moi, à un petit stade, dans les conseils régionaux, pendant 2 mandatures. Pourquoi est-ce que nos gouvernants, nos dirigeants ne veulent pas de la proportionnelle intégrale? Parce que ça oblige les exécutifs à travailler sur chaque grand projet, à trouver une vraie majorité, à travailler avec les groupes politiques, et c'est absolument passionnant et c'est très intéressant. Ça oblige les exécutifs à transiger, c'est-à-dire... À travailler, monsieur, avec les représentants du peuple. Et c'est ça la véritable démocratie. Non. Je crois que ce que les Français attendent, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je n'ai pas l'intention d'être d'accord avec vous. Ce que les Français attendent, c'est que ce pays soit dirigé, que ce pays soit conduit, qu'il y ait une politique cohérente qui soit conduite entre un gouvernement et une majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire, elle ne peut pas exister avec un système de représentation. Alors, ce gouvernement, ce président, a gouverné avec l'article 49.3, donc avec l'entière plénitude des pouvoirs que lui confère cette Constitution. Monsieur Macron a été le premier à utiliser le 49.3 pour sa loi, qui ensuite a été utilisée... Non, c'est Monsieur Macron qui lui-même, revenant d'un entretien avec Monsieur Schäuble, a dit qu'il voulait utiliser le 49.3, et ensuite Monsieur Valls, avec la loi
Khomri. Donc, c'est ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est-à-dire cette marque d'autorité. Cette marque d'autorité. Pardon? Pour la loi El Khomri, c'est M. Valls. Pour la loi Macron, c'est M. Macron, le 49.3. Donc vous voyez. Non, j'ai dit M. Valls, Mme El Khomri et M. Macron. Je suis généreuse, ne vous inquiétez pas quant à vos responsabilités. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites sur cette autorité forte qui serait incarnée par le président et qui ferait défaut, je ne suis pas d'accord. L'expérience de ce quinquennat, c'est l'utilisation pleine et entière du pouvoir du président contre le peuple. Parce que le gouvernement et le président n'avaient pas de majorité, d'où l'utilisation du On va laisser Benjamin Griveaux aussi peut-être s'exprimer sur les propositions de son candidat. Il faut rétablir le droit des représentants du peuple. Mais moi, je veux d'abord établir le pouvoir des citoyens avant de me poser la question de la répartition des pouvoirs entre élus. Raquel Garrido, on va laisser Benjamin Griveaux. C'est mystère. Voilà, Benjamin. Les macronistes, vous en avez eu de la parole dans les médias en ce moment. Benjamin Griveaux a le droit aussi de pouvoir s'exprimer sur ce plateau et justement, effectivement, d'exprimer les propositions de son candidat Emmanuel Macron, notamment en ce qui concerne la proportionnelle. Alors, sur le sujet de la proportionnelle, déjà, on peut tous s'étriper. Ce ne sera pas dans le cadre de l'élection qui se tiendra au mois de juin, ce sera au mieux la fois d'après. Donc voilà, tous ceux qui nous promettent un Big Bang institutionnel. Ou alors en cours de quinquennat. Et qu'on passe la première année du quinquennat à faire une assemblée constituante pour ne pas régler les problèmes des Français qui sont le pouvoir d'achat, la question du chômage, la question du logement, la question de la sécurité, tout ça me paraît un peu hors sol. La proportionnelle, c'est du domaine de la loi, c'est pas du domaine de la Constitution. Vous ne changez pas les règles d'une élection un mois avant l'élection, vous le savez pertinemment. Oui, mais Raquel Garrido, si vous avez des élections législatives en juin, vous n'allez pas faire de nouvelles législatives avec de la proportionnelle. Je suis d'accord, mais il dit qu'on ne le fera pas là dans le quinquennat. Si, mais ce sera pour la fois d'après, pas pour les élections législatives de juin 2017. Ça sera en cours de quinquennat. Il faudra faire de nouvelles élections législatives. Une dose de proportionnelle. Cette proportionnelle sera adoptée. Une dose de proportionnelle peut permettre d'avoir des partis qui, objectivement, aujourd'hui, pèsent dans la vie politique française. Je pense au Front National, je pense à la France Insoumise, c'est un mouvement, et qui, manifestement, n'ont pas la représentation qui est... Et vous pensez aussi à votre mouvement? Et nous, on est un jeune mouvement, donc il est normal qu'on soit représenté. C'est la première fois qu'on est candidat à une élection présidentielle puis législative. Vous avez spontanément un grand groupe parlementaire de socialistes qui vous rejoignent. Donc, en fait, vous êtes en 6 mois plus représentés au Parlement que nous. Ils ont déjà les investitures. On sent une certaine jalousie en plateau. Oui, on sent. Non, c'est un constat. Pourquoi vous dites ça? Moi, je ne suis pas jalouse de M. Macron, je vous garantis. Mais c'est un constat. On laisse finir. Qui s'est recyclé chez M. Macron. On laisse finir Benjamin Griveaux. Bien. Et après, je vous redonne la parole. Mélenchon s'est bien recyclé lui aussi. Et il a bénéficié du Parti socialiste pendant 20 ans. Oui, et il a rompu. La rupture avec le PS. Nous aussi, on a rompu. Vous voyez, les choses arrivent. Ce que je veux dire, c'est que le Front National et 2 députés aujourd'hui est une chose assez anormale au regard du poids politique que représente Marine Le Pen dans le pays. Et moi, je préfère avoir le Front National à l'Assemblée, voir sur quel projet de loi il travaille, quelles propositions de loi il formule, quels sont les votes, parce que je préfère pouvoir combattre à visage démasqué qu'avec des rumeurs, des on dit, des nous ferions ceci ou cela. Donc une dose de proportionnelle, pas la proportionnelle intégrale, qui, à mon sens, est plutôt facteur d'instabilité, de difficulté à construire des majorités, dans un moment où on a besoin aussi de stabilité. Donc c'est à la fois une meilleure représentativité et en même temps une stabilité. Par ailleurs, juste un mot sur le président de la République. Il est vrai qu'il y a une forme d'irresponsabilité politique du président, ce qui est un vrai problème. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron propose... Alors, c'est une petite étape et donc je sais déjà que les révolutionnaires autour de la table seront mécontents, mais que par exemple, une fois par an, il aille rendre des comptes devant le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès à Versailles au moins une fois par an. Alors justement, ça aggrave le trait présidentiel. Justement, sur les atouts et les faiblesses de la proportionnelle, je vous propose d'écouter les explications de notre journaliste Stéphane Amalian et puis on poursuit notre débat après en plateau. Nous allons beaucoup apprendre. La proportionnelle, c'est ce mode de scrutin qui permet aux petits partis politiques d'entrer au Parlement. Un système certes plus équitable, mais qui peut générer une grande instabilité politique. Trop de partis représentés, donc une majorité parfois difficile à dégager. Ce système, employé sous la 4e République, n'a été utilisé qu'une fois sous la 5e, en 1986. François Mitterrand applique la proportionnelle, une décision qui permet l'entrée de 35 députés d'extrême droite à l'Assemblée et qui évite ainsi au Parti socialiste une défaite cuisante. La proportionnelle, un mécanisme souvent synonyme d'instabilité, pourtant proposé aujourd'hui par la plupart des candidats. Marine Le Pen, d'abord, souhaite l'instaurer pour toutes les élections.
Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron ont fait savoir qu'ils pourraient inclure une dose de proportionnel dans les scrutins. Seul François Fillon y est catégoriquement opposé. Voilà, retour en plateau où le débat continue même pendant le sujet. Est-ce que l'urgence, c'est pas plutôt justement de retravailler sur la procédure législative en France? On parle toujours d'inflation législative. Il y a trop de lois, trop de propositions de loi, trop de projets de loi qui viennent du gouvernement qui sont trop larges, avec énormément d'articles dedans. Est-ce que c'est pas un peu l'urgence en France aujourd'hui de revoir un peu aussi ce fonctionnement de la législation? Sans doute pas une urgence pour les citoyens, parce que les citoyens ne suivent pas la procédure parlementaire, mais c'est vrai qu'il faut sans doute revisiter la révision de 2008. Mais ils se plaignent régulièrement, ça va pas assez vite, oui, c'est tout trop à fait. long. Mais enfin, il faut comprendre que dans le gouvernement finissant de M. Hollande, on a eu toute une série de projets de loi qui commençaient à 40 articles et qui terminaient à 150. Il faut comprendre pourquoi. Et pourquoi il faut comprendre? C'est parce qu'un gouvernement qui n'a pas une majorité stable devant lui, qui est obligé de négocier en commission, en séance, de revenir sur des amendements, etc., eh bien, produit des monstres législatifs. Et donc, il faut revenir à un pilotage de la discussion parlementaire par le gouvernement, selon une logique de projet, avec un projet qui est annoncé à l'avance, qui est discuté dans les commissions. Vous voulez dire qu'il n'y aurait plus de marge de manœuvre du coup des parlementaires et que tout serait piloté par le gouvernement? Non, le droit d'amendement est un droit constitutionnel fondamental. Il faut absolument le conserver, mais on ne peut pas avoir des projets de loi comme cela a été pour une bonne partie de ce quinquennat, qui commence à 30 articles et qui termine à 150 avec toute une série de mesures par exemple, de qui la sont loi des cavités législatifs. Il faut regarder quand même la dernière loi qui a été une des dernières lois votées par le quinquennat, le Conseil constitutionnel a censuré une bonne vingtaine d'articles. Ce qu'on appelle les cavaliers législatifs. Un scandale intellectuel et politique absolument incroyable. Eh bien, c'est parce que ce gouvernement ne pilotait pas son projet. C'était comme ça aussi. Alors, Raquel Garrido et puis après Benjamin Griveaux, parce qu'il fait aussi Emmanuel Macron des propositions. Je voulais juste réagir au sujet, qui me semble se trompe sur un point fondamental, qui est cette idée selon laquelle plus il y aurait de représentativité des Français et de leurs différentes opinions, de la diversité de leurs opinions dans l'Assemblée, moins il y aurait de stabilité. Pour moi, c'est un contresens absolu, parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous vivons, aujourd'hui, là, dans le temps que nous parlons, ce qui constitue le facteur de déstabilisation, c'est précisément l'absence de légitimité. La légitimité et le consentement populaire fabriquent de la stabilité et non pas le contraire. Donc dans mon système, dans le système que nous proposons à France Insoumise, qui est d'une part effectivement une proportionnelle intégrale pour que l'ensemble des opinions qui existent dans la société française soit représentée d'une part, et d'autre part avec un mécanisme de rappel, c'est-à-dire qu'une responsabilité individuelle du parlementaire, qui s'il ne fait pas ce pourquoi il a été élu, peut être rappelé par le citoyen, nous semble au contraire fabriquer un socle de stabilité extrêmement puissant, puisque les gens savent pourquoi ils sont là, ils fabriquent de la norme. Vous voulez dire qu'un citoyen, s'il n'est pas d'accord avec ce qu'a voté son député, on le rappelle comme ça? Alors, pas comme ça, comme vous dites. C'est une négation de l'idée de nation. Pas comme ça, comme vous dites. C'est une négation de l'idée de nation. Mais en revanche, mais non, alors à l'inverse. Le souverain est celui qui n'a pas de maître. La définition du souverain, c'est cela. Et nous avons arraché la souveraineté de la tête du monarque pour la prendre entre les mains du peuple. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus souverains, nous, le peuple, parce que l'exécutif fait ce qu'il veut. Pas tous les 6 mois, madame. Mais j'ai pas dit tous les 6 mois. Qui a dit ça? C'est tous les 5 ans. Le parlementaire est d'abord le représentant de l'ensemble de la nation. Ne me faites pas croire que le système actuel est satisfaisant. Vous avez des députés qui sont élus dans un océan d'abstention. Savez-vous que, par exemple, les députés français de l'étranger, certains sont élus avec 8% des inscrits. Et là, le gouvernement vient de décider que les Français de l'étranger ne pouvaient même pas voter par vote électronique. Vous êtes pour le mandat impératif, alors? Alors, non, parce que je pense qu'il faut donner sa chance à la délibération. Et pourquoi vous n'êtes pas pour le mandat unique dans ces cas-là? Mais je suis pour le mandat unique. Pour le mandat unique. Je suis absolument pour le mandat unique, non cumul dans le temps, non cumul dans la distance. Parce que là, les responsabilités, puisque vous ne vous représentez pas au suffrage des gens. Non, au contraire, j'accepte d'être évocable pendant mon mandat. Il me semble que cela constitue un respect ça veut dire que du vous n'êtes jamais citoyen. Responsable de ce que vous avez fait politique. Non, ça veut dire que je ne pense pas que je suis indispensable et que je pense que la professionnalisation de la politique est un problème. Partons de la réalité. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui des députés qui sont godillots, qui gagnent la parole à beaucoup plus que l'ensemble des Français, qui font rien de bien et qui au final sont détestés par l'ensemble des Français, qui se votent blanc, qui s'abstiennent. C'est ça la réalité. Donc peut-on faire peuple?
admettre que nous sommes dans une démocratie alors que la moitié des Français ne votent pas. On a compris, Moi, je dis on non. a bien compris ce que vous proposiez. Benjamin Griveaux, vous n'êtes pas peut-être pour le mandat unique, mais en tout cas pour une limitation, oui, du limitation nombre, dans le temps, de mandats. C'est souhaitable, limitation géographique et limitation dans le temps. Le fait qu'il y ait moins de lois, qu'il y ait des lois moins bavardes. Moi, j'ai souvenir d'étudiants qui remontent à une vingtaine d'années. Le Conseil d'État parlait déjà de droit à l'État gazeux. Je ne suis pas sûr qu'on ait solidifié l'État du droit ces 20 dernières années. Dans ce quinquennat, mais très sincèrement, je n'ai pas le sentiment que le quinquennat précédent faisait des lois moins bavardes. Sans doute avoir un meilleur moyen de contrôle et d'évaluation des parlementaires, par les parlementaires, de l'exécution de la loi et de l'exécutif. Donc il y a des outils qui pourraient a être priori utilisés. et un contrôle a posteriori, il y a des outils qui pourraient être utilisés. On pourrait totalement mobiliser la Cour des comptes, qui par exemple pourrait être le bras armé aussi du Parlement sur certaines opérations. On peut s'étonner par exemple que dans des grandes démocraties... Mais les citoyens, eux, comment ils exercent le pouvoir? Vous répartissez le pouvoir entre les corps constitués existants. Bien, merci. En quoi ça donne du pouvoir aux citoyens? Merci Madame Garrido. Également, partir du principe que... peut-être limiter aussi le temps où on fait la loi. Vous savez, sous De Gaulle, vous aviez une session financière et puis 3 mois de session où vous faisiez la loi. Et le reste du temps, on pourrait imaginer que, il y ait ce travail de contrôle, ce travail d'évaluation. Regardez les grandes démocraties parlementaires occidentales. En France, on a engagé des troupes en Afghanistan en 2001. Est-ce que nous avons eu depuis 2001, ça va faire 16 ans au mois de septembre, Oui, octobre. il y a des rapports très réguliers. Il y a eu des rapports, mais est-ce qu'on interroge très régulièrement. Non. Est-ce qu'on interroge les montants engagés, les objectifs? Oui. Non. Si, non, madame, vous savez beaucoup moins que ce qui est fait, notamment en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, où vous avez un vrai rôle de contrôle des parlementaires, mais qui est aussi lié à un élément. Vous avez des débats très réguliers sur cette question au Parlement. Vous avez des débats réguliers, mais au Sénat, moi, vous avez des rapports très réguliers des commissions de la Défense et des affaires étrangères. Mais ce que je vous dis simplement par là, et je termine mon raisonnement, c'est que pourquoi est-ce qu'on a aussi ce problème d'évaluation et de contrôle exercé parlementaire? C'est que quand vous avez un staff de 2 à 3 assistants parlementaires, un en circonscription pour gérer les affaires politiques locales, disons-nous les choses, et après 1 ou 2 autres seulement à Paris, vous avez... Et une épouse. Quand ils exercent vraiment ce métier-là, mais ça c'est au tribunal de le dire, eh bien évidemment que vous n'êtes pas armé toujours pour pouvoir exercer pleinement ce contrôle que la modification constitutionnelle a mis entre les mains du Parlement. Donc vous voulez augmenter les indemnités des élus? C'est pas ça ce que je propose, non, je pose la question. Donner les moyens aux élus d'avoir des équipes qui peuvent permettre de contrôler effectivement le travail. On va laisser la parole à Valérie. J'ai toujours compris le souci, moi, des constitutions de 58 par rapport à la pratique de la 4e République d'avoir un exécutif beaucoup plus fort. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il faut rééquilibrer, notamment au profit des pouvoirs du Parlement. En ce qui concerne la loi... Ça a été fait en 2008. Et pas suffisamment, nous le pensons. Enfin, en ce qui concerne la loi, et ces lois extraordinairement fréquentes, extrêmement longues et verbeuses, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on peut réformer cela, parce qu'en réalité, tout ça dépend... Il faut faire respecter le domaine de la loi. Tout ça dépend du courage des responsables politiques et de ceux qui nous gouvernent. C'est Marcel Gauchet qui dit... vous allez voir, c'est pas très gentil pour nous. Nous faisons du droit parce que nous manquons de courage et de charité. Et je crois que c'est très vrai. Je pense que le gouvernement, confronté à des drames, à des épreuves, à ce qui se passe dans le pays très dur, il se réfugie. Nous allons voter une loi, on va présenter une loi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'il faudrait plus procéder par référendum, par exemple? Oui, non, mais il nous faut, je pense que si les gouvernements, les ministres, les présidents de la République sont courageux, ils n'auront pas à aller tout le temps devant le Parlement, faire voter des lois de 90 ou de 180 articles. Ils appliqueront déjà les lois existantes, notamment par exemple sur le plan judiciaire, sur le plan de la répression pénale, correctionnelle. Il n'y a pas de loi particulière encore à voter. On pourrait rétablir les peines planchées, mais en dehors de cela, la loi existe, il faut la faire appliquer, et elle n'est pas appliquée par les juges actuels. Ça, c'est un gros problème. 3 réflexions. Première réflexion, dans ce pays, chaque fois qu'il y a un problème, on veut essayer de le résoudre par une loi. Et c'est ce réflexe-là qu'il faut essayer de changer. Il faut le remplacer par l'action. C'est la première chose, l'action politique et le courage politique. La deuxième chose, c'est qu'il faut un pilotage gouvernemental. Et ça, c'est tout à fait essentiel si on veut de l'efficacité dans l'action publique.
Et donc il faut que le Parlement soit en accord avec le gouvernement, ce qu'on n'a pas vu dans le quinquennat de François Hollande. Et la troisième chose, d'un point de vue plus technique, c'est qu'il faut vous dites avec une majorité parlementaire stable. Oui, il faut une majorité parlementaire stable, bien entendu, avec un scrutin majoritaire. Et la troisième chose, c'est qu'il faut faire respecter le domaine de la loi. Il faut qu'à la fois l'institution parlementaire et le gouvernement aient une véritable discipline de respect du domaine de la loi. C'est inscrit à l'article 34 de la Constitution. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, je veux dire par là qu'il faut que le Parlement fasse jouer l'article 41 sur le fait d'évacuer les amendements ou les propositions de loi qui ne sont pas du domaine de la loi, le faire de façon beaucoup plus stricte. Monsieur Fillon a proposé de gouverner par ordonnance, par exemple. Je comprends votre souci. Monsieur Fillon a proposé de gouverner par ordonnance à l'arrivée de... Alors, en tant que respect parlementaire du domaine de la loi, on n'est pas... Je comprends votre souci de l'efficacité de l'exécutif. Mais il faut faire bien attention à ce qu'a dit Mme Garrido. Il n'y a pas que ça dans la vie politique d'un pays. Il y a que les citoyens se sentent véritablement représentés au plus haut niveau. Et ce n'est pas le gouvernement qui les représente, ce n'est pas le président de la République, ce sont les députés. Et là, vous avez un peu une politique à courte vue. C'est l'esprit d'accord du constituant de la 58. Il faut que le char de l'État passe. D'accord, mais il faut que le citoyen se sente représenté. À l'heure actuelle, il ne l'est pas. Tous les citoyens ne sont pas représentés. Et ça, c'est la proportionnelle. Et même ceux qui sont représentés par le bipartisme actuel n'ont pas le sentiment d'une véritable démocratie. Et ça, vous devez sentir cela et ne pas rester uniquement dans les rails de la doxa constitutionnelle telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Allez, Benjamin Griveaux et Raquel Garrido, pour conclure, il nous reste 2 minutes. Oui, non, juste pour dire qu'il me semble que dans les novations qui sont urgentes, il y a d'abord la prise en compte du vote blanc dans le suffrage exprimé, parce que la grande majorité de nos concitoyens ne se sont pas représentés, et donc il faut leur donner acte et les inclure dans le système, et ne pas laisser des hommes et des femmes se dire représentatifs, ou se dire l'émanation de la souveraineté nationale, alors qu'ils ne le sont pas. Et deuxièmement, pour toutes ces nouvelles règles dont nous discutons ce soir, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas un comité d'experts ou des partis politiques ou des campagnes présidentielles qui les établissent, mais les citoyens eux-mêmes, d'où l'intérêt de l'Assemblée constituante qui ne confisque pas ce travail constituant aux citoyens et qui, à l'inverse, permet aux citoyens de se refonder comme peuple, parce que je conclue là-dessus, l'Assemblée constituante, c'est la modalité pacifique de règlement de différends extrêmement violents qui existent aujourd'hui, qui traversent la société. Je rappelle que le terrorisme, ce sont des Français qui se sont pris à des Français. Aujourd'hui, vous avez des situations où les banlieues s'attaquent aux policiers, les policiers aux jeunes, etc. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de colère. Et si vous voulez que les choses... Vous voulez redonner la parole aux citoyens, il faut pouvoir faire ce creuset national où nous allons nous refonder comme peuple. C'est l'objectif de l'Assemblée constituante. Benjamin Griveaux, pour conclure. C'est par les pratiques des appareils et des mouvements politiques qu'on fera changer la manière dont nos citoyens perçoivent nos institutions. On n'est pas là pour écrouler le système institutionnel qui fonctionne, on est là pour le faire respirer, pour y mettre des visages nouveaux, avec des gens qui ont des expériences nouvelles, pour un temps limité, parce que l'engagement politique, l'exercice d'un mandat, ça n'est pas une profession, ça doit être une vocation, ça aurait dû le rester, ça ne l'a pas été ces 30 ou 40 dernières années, il faut donc le faire de manière limitée. C'est un temps d'engagement qu'on donne à son pays, qu'on donne à la République, pour un temps limité, avant de retourner à ses activités professionnelles, associatives ou autres, et c'est sans doute par là que nous aurons une meilleure lecture et une meilleure appréciation des institutions par nos concitoyens. Moi, je regrette comme toujours que votre émission soit si courte par rapport à ces sujets très importants, parce qu'il y a une réforme qui est proposée par Marine Le Pen, c'est la réforme de l'article 55 de la Constitution, de la prééminence des traités sur les lois, ce qui permettrait d'ailleurs de sortir de la soumission à l'Union européenne. On aurait pu en parler ce soir. On aurait pu en parler ce soir, car je pense que mes contradicteurs ne sont pas d'accord avec moi. Mais ça pourrait utilement faire l'objet d'un débat à l'Assemblée constituante. Si vous le voulez, où vous seriez présente, bien évidemment. Savoir si on veut avoir une société moniste, une conception moniste. Allez, on est à la fin de ce débat. Guillaume Drago. Pour conclure, ce qui me paraît important, c'est de garder le lien entre les élus et les citoyens. Garder le lien entre les élus et les citoyens, c'est avoir des élections qui soient organisées, récurrentes et stabilisées dans le temps. Et la deuxième chose, c'est aussi que le président de la République puisse faire appel directement au peuple par le référendum. Et cette utilisation du référendum, eh bien, il faut y revenir comme un élément aussi essentiel de la relation entre les élus
et les citoyens. Merci à tous les quatre. Merci. Ça sera l'objet d'un prochain débat sur les traités. Valérant de Saint-Just. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir sur notre plateau. À suivre dans quelques instants le match des idées sur la notion de vote utile. C'est le terme qui a été utilisé ce matin par Bertrand Delanoë pour justifier notamment son ralliement à Emmanuel Macron et contrer le Front National. Et c'est Bruno, Roger Petit, Olivier Babot qui s'affrontent ce soir sur cette notion de vote utile. À tout de suite. Jean-Claude Carle. Tout à fait. Bonjour monsieur le sénateur. Très heureux de vous accueillir ici en Haute-Savoie. C'est un bel endroit. Voilà. Magnifique. Bonjour madame. Il n'y a pas de malbouffe en Haute-Savoie. C'est des produits de terroir, des produits de qualité. La plupart c'est des AOC à des prix tout à fait raisonnables. CIR, syndicat interprofessionnel de Roblochon. C'est une marque aussi pour la traçabilité de notre fromage. Si un jour il y a un problème sanitaire ou autre. On sait d'où il vient. Alors là, Jean-Claude Carle, vous me dites qu'on va avoir du foie gras en Savoie, en Haute-Savoie. Foie gras de la Merco au plat Harissol. Délicieux. Avec la... Délicieux. Manger, c'est voter, demain à 17h30 sur Public Sénat. Allons gagner. Si vous n'êtes pas capable d'avoir autour de vous des personnalités du monde du spectacle, c'est que vous n'êtes pas capable de rassembler. Je suis chanteur énervant, je suis venu soutenir la candidature de François Mitterrand. Nous avons tous en nous quelque chose de Jackson. C'est féroce soldat. Sarkozy, pour moi, c'est le mec de la chanteuse. C'est pas. C'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il... Il y a un certain flou chez les artistes parfois. Hein. Ils ne sont pas tous totalement rigoureux. Et par ailleurs, on peut les penser parfois comme étant de gauche alors qu'ils sont de droite. Présidentielle, une épreuve d'artiste, samedi à 22h sur Public Sénat. Voilà, retour sur le plateau d'On va plus loin avec le match des idées qui oppose ce soir Bruno Roger Petit, éditorialiste à Challenge. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes également l'auteur d'un livre paru chez Stock qui s'appelle Le pire d'entre eux. Qui paraît ce jour. Qui paraît ce jour, très exactement ce jour. Sur François Fillon. Sur François Fillon, c'est ce que j'allais dire. Le pire d'entre eux, c'est François Fillon, selon vous. Et puis Olivier Babot, professeur à l'Université de Bordeaux et représentant de la Fondation Concorde. Et vous publiez L'horreur politique. L'État contre la société. En 2 mots, le pitch de votre livre. C'est une sorte de pédagogie des défaillances de l'État, parce qu'en France, on ne parle que des défaillances du marché. Là, je parle des défaillances de l'État. Alors là, on va parler du vote utile, puisque c'est un des mots qui a été employé par Bertrand Delanoë ce matin pour expliquer son ralliement à Emmanuel Macron. Vote utile pour contrer le Front National. C'est la petite musique qui monte en ce moment dans le camp Macron. Avant d'en discuter, je vous propose de réécouter Bertrand Delanoë. C'était ce matin sur France Inter. Le positionnement de Benoît Hamon comme candidat du Parti socialiste à la gauche de la gauche et dans la difficulté à rassembler la gauche et demain à rassembler une majorité de Français m'amène, après avoir lu le programme d'Emmanuel Macron, à penser qu'il faut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. C'est la seule question qui se pose aujourd'hui. Qui est le meilleur rempart contre le Front National? Bruno Roger Petit. En tout cas, c'est ce que tous les candidats tentent de raconter comme histoire. C'est-à-dire, je suis le meilleur rempart contre le Front National. Qu'il s'agisse de François Fillon, d'Emmanuel Macron et de Benoît Hamon. Mais bon, il y a aussi une logique politique que tout le monde doit prendre en compte, qui est celle des enquêtes d'opinion, des sondages, qui depuis plusieurs semaines maintenant, notamment depuis que François Fillon s'est retrouvé enferré dans son affaire du Penelope Gate qui n'en finit plus, qui a failli provoquer même, qui aurait pu éventuellement provoquer sa sortie de campagne ces derniers jours. Bon, on voit bien qu'il y a Marine Le Pen, qu'il y a Emmanuel Macron, que derrière il y a François Fillon, et puis que plus loin encore derrière, il y a Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Donc on peut comprendre ce que dit aujourd'hui Bertrand Delanoë qui soutient son candidat, c'est-à-dire que l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de raconter maintenant une histoire qui va être celle du moi. Je peux empêcher Marine Le Pen de sortir première force politique de France au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Et en même temps, est-ce qu'il faut absolument se fier à ces enquêtes d'opinion? Parce qu'on voit bien notamment que l'électorat d'Emmanuel Macron est encore très volatile.
Pas du tout stabilisé. Oui, absolument. La difficulté de ces sondages, c'est qu'ils ont deux effets qui sont potentiellement contradictoires. Ils ont un effet autoréalisateur, c'est-à-dire que celui qui va être placé en tête, d'abord on va peut-être l'inviter plus, il va pouvoir participer au grand débat, on va le voir plus, il va être mis sous le feu des projecteurs, du coup il va pouvoir accumuler probablement les votes. Et puis il y a un effet auto-non-réalisateur, ce qui fait que quand quelqu'un va être donné comme favori, les gens vont pouvoir réagir en disant « Ah bah contre lui justement je vais développer un vote ». Et il y a ces deux effets-là, et puis d'ailleurs une volatilité qui est de plus en plus grande. Ce problème du vote utile dont on parle ce soir, il est quand même assez, on pourrait dire, symbolique de cette déliquescence quand même du système politique, avec une fragmentation des votes de plus en plus grand. C'est parce qu'il n'y a plus aujourd'hui, pour dire, ce dualisme et cette adhésion réelle qu'aujourd'hui on en est réduit à essayer de voter contre et non pas pour. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. C'est dommage. Et pourtant, le plafond de verre qui empêche une victoire finale de Marine Le Pen reste toujours aussi pertinent. Pour l'instant, dans les enquêtes d'opinion. Oui, alors, si on se fie toujours aux enquêtes d'opinion. Mais enfin, bon, d'abord, elles vont toutes dans le même sens. Et il est rare quand même que tous les sondeurs se trompent en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui ce que sera effectivement, parce que nous sommes encore à un mois et demi du premier tour. Et qu'on voit qu'il se passe quand même pas mal de choses dans cette campagne. Il y a beaucoup de mouvements dans cette campagne électorale. On ne peut pas dire ce que seront les scores du premier tour. Mais il y a quand même une tendance où on voit bien que deux candidats se distinguent. On voit bien que François Fillon va quand même ramer pour revenir. On voit bien que Benoît Hamon, qui est censé faire campagne, est sorti des radars médiatiques par sa faute, et non pas par la faute des médias qui auraient ourdi un complot pour rayer Benoît Hamon des radars médiatiques. Donc on voit bien que cette tendance-là, lourde, elle existe, et puis elle correspond à ce qu'on observe depuis des années, c'est-à-dire que les deux partis de gouvernement sont en passe d'être congédiés par les Français, ceux qui ont régné sur la vie politique française depuis 40 ans. Ils sont en passe d'être congédiés par les Français, pour des raisons diverses, variées, mais ça c'est une réalité que chacun doit prendre en considération aujourd'hui. Donc on est quand même à un moment où effectivement les choses se cristallisent. J'ajoute quand même une chose sur... Ça cristallise quand on voit aussi les réactions dans le camp Hamon. Philippe Petit, par exemple, qui parle aujourd'hui de trahison, en évoquant le ralliement de Bertrand Delanoë, trahison de la primaire. Mais les socialistes ce serait une trahison de la primaire. Les socialistes sont quand même des gens très curieux, c'est-à-dire que Bertrand Delanoë leur a offert quand même en 2001 la mairie de Paris sur un plateau. Il y a un certain nombre d'élus socialistes aujourd'hui qui disent du mal de Bertrand Delanoë, qui n'existerait pas politiquement si Bertrand Delanoë n'avait pas gagné la mairie de Paris. Et à l'époque, lui, il avait su faire le rassemblement. Évidemment, de toute la gauche. C'est le premier qui a fait la parité au Conseil de Paris. Il s'est arrangé pour que ce soit une femme qui lui succède. Enfin, de ce point de vue-là, sur toutes les coches sociétales qu'entend cocher Benoît Hamon, Bertrand Delanoë les coche. Ouais, c'est quand même un sacré coup de poignard quand même. Oui. Alors, moi j'aimerais comprendre. Quand les élus socialistes parlent de vote utile, et je crois qu'il y avait un article dans les Échos. Moi, je vois surtout de l'opportunisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on rejoigne le candidat qui a le plus de chances de gagner pour qu'on conserve nos circonscriptions? Si c'est le cas, c'est un peu dommage. Si on appelle vote utile le fait en fait de se reconfigurer et d'aller vers un candidat qui, comme Emmanuel Macron, disons, incarne une ligne social-démocrate qui retrouverait, on pourrait dire, une unité qu'elle n'avait pas dans l'ancien PS avec ses différents courants, et en face avec un François Fillon qui est, mettons, ordo-libéral, libéral, conservateur, on pourrait dire. À ce moment-là, ça, c'est plus intéressant et ça signifie quelque chose. Mais le vrai vote utile dont on parle, il faut en faire peut-être l'histoire. Il est né en 2002, on pourrait dire cette idée de vote utile. Au départ, c'était quand même l'idée d'empêcher que Jean-Marie Le Pen, enfin on s'est dit, après coup, il aurait fallu empêcher que Jean-Marie Le Pen soit au second tour. Et donc, voter d'abord pour le candidat le plus utile. Et maintenant, c'est quand même un peu inquiétant, le vote utile, c'est de dire, on va prendre le moins mauvais pour qu'il arrive face à Marine Le Pen au second tour. On voit quand même qu'il y a une dégradation. La question du plafond de verre, on pourrait dire... Tant qu'on en parle maintenant, effectivement, on peut dire qu'il existe toujours, jusqu'au jour où probablement, peut-être, un jour, il n'existera pas. Vous évoquiez Vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse, Bruno Roger-Petit ? Sur la transformation de la notion de vote utile, pas tout à fait, parce que d'aussi loin que je me souvienne, en 1974, il fallait voter Giscard, vote utile pour empêcher... Mitterrand avec les communistes d'arriver au pouvoir. En 81, c'était les socialistes qui disaient voter Mitterrand, voter utile, parce que voter communiste, ça sert à rien si vous voulez battre Giscard. Alors c'est une notion qui avait un peu disparu par la suite et qui effectivement est revenue en 2002. Mais moi je comprends que François Fillon et Emmanuel Macron, notamment, tentent d'instiller l'idée dans l'opinion que c'est eux le vote utile. Vous avez des gens qui aujourd'hui vont faire campagne en vous expliquant qu'Emmanuel Macron, parce qu'il est européen, plutôt... Pardon ? Parce qu'ils ont besoin de rassembler. Fillon de ressouder son camp, Macron d'attirer à lui.
Oui. des ralliements. Oui. Mais ce qu'il y a de tragique, si vous voulez, c'est que ça a acté l'idée que le fait était acquis que Marine Le Pen sera au second tour de l'élection. Ce que les enquêtes d'opinion disent aussi. Donc aujourd'hui, il faut établir l'idée, chez ces deux candidats notamment, que le vote utile, c'est-à-dire le meilleur rempart contre Marine Le Pen, c'est eux. Donc vous allez voir Emmanuel Macron qui va vous expliquer que voter Fillon, compte tenu de ce qu'il porte aujourd'hui, c'est exposer justement... c'est exposer le deuxième tour à une abstention massive d'électeurs de gauche ou de progrès qui se diront entre Fillon et Le Pen on n'y va pas, et puis vous avez Fillon qui va dire aussi que s'il n'est pas candidat, ses électeurs à lui de droite, quand il y aura Emmanuel Macron en face, s'en iront voter pour Marine Le Pen. Et compte tenu de la campagne qu'il imprime ces derniers jours, avec les thèmes qu'il déploie, assez populistes, ça aussi c'est un risque. Vous évoquez tout à l'heure la déliquescence des partis traditionnels dans cette campagne. Aux yeux des Français, oui. Dans cette campagne présidentielle. Je vous propose d'écouter le sénateur socialiste François Patriat. Pour lui, l'esprit d'Épinay, c'est fini. Il faut passer à autre chose. On écoute Patriat. Je suis un peu désespéré parce que j'appartiens à ce qu'on a toujours dit la deuxième gauche. Vous savez, j'étais rocardien, même si j'ai soutenu François Mitterrand sans état d'âme. J'étais strauss-kahnien. Je suis aujourd'hui à côté d'Emmanuel Macron. J'ai le sentiment d'être constant dans mes idées et dans mes convictions. Et je vois qu'à chaque fois, la gauche réformiste a perdu dans ce parti. Ce parti qui n'a jamais tranché sur sa ligne. Le cycle d'Épinay est terminé aujourd'hui. Le cycle construit avec François Mitterrand est terminé. Et nous avons dans le parti deux fractions irréconciliables. Donc il faut maintenant trancher. C'est pour ça que je me tiens à l'écart du PS pour le regarder, parce que je pense que ça ne pourra pas durer longtemps. Voilà. Benoît Hamon, il a quoi maintenant? Il a 2 semaines pour essayer de rassembler. Au-delà, on peut dire que c'est fichu pour lui. Je trouve ça intéressant comme déclaration, parce qu'on est vraiment là face à des choix, ça y est, de courant clair. Ça va peut-être se clarifier. Si une partie du PS rejoint Emmanuel Macron de plus en plus forte, et que ça incarne, on pourrait dire, une vision assez unifiée de ce qu'on veut faire, encore une fois, pour le moment, appelons ça social-démocratie, à ce moment-là, je trouve ça assez intéressant, parce que finalement, Hamon, clairement, avec son programme, incarne autre chose. Oui, en même temps, François Patriat, c'est un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. J'ai plutôt envie de dire que la majorité du Parti socialiste est dubitative. C'est ni Hamon ni Macron, c'est plutôt ça. Donc, on a un schisme, on va avoir une scission, assez clairement. Non, la majorité du Parti socialiste, c'est celle du congrès de Poitiers de l'an dernier. Et cette majorité-là, à 70%, elle avait rejeté la ligne des frondeurs qui était à l'époque incarnée par Christian Paul. Voilà, et donc elle ne se retrouve pas aujourd'hui dans Benoît Hamon. Elle s'est retrouvée... Mais est-ce qu'elle se retrouve ? Non, mais il y a un décalage entre l'encadrement, les cadres du Parti socialiste, dont vient de parler François Patriat, et puis les électeurs de la primaire de la gauche, qui, pour des raisons diverses et variées, ont voulu éliminer Manuel Valls. Je pense qu'il y a même eu des votes stratégiques, c'est-à-dire de gens qui avaient dans l'idée de voter Emmanuel Macron, qui sont venus pour dégager Manuel Valls du terrain, parce qu'il était inéligible, comme François Hollande, et qu'il fallait désigner un mauvais candidat pour le Parti socialiste. Je ne sais pas combien l'ont fait, je sais que certains l'ont fait. Bon, et vous vous retrouvez aujourd'hui avec un Parti socialiste qui, d'une certaine façon, représente ce que Jeremy Corbyn représente en Angleterre, ce que Syriza peut représenter en Grèce, ce que Podemos peut représenter en Espagne, ce que le mouvement 5 étoiles peut représenter en Italie, c'est-à-dire un Parti socialiste gauchisant, qui tourne le dos à la culture de gouvernement, qui tourne le dos même à ce que disait Léon Blum. C'est-à-dire que quand on est socialiste et qu'on veut accéder au pouvoir, on doit prendre ses responsabilités. Là, tout est fait pour ne pas arriver au pouvoir et entrer dans une sorte de pureté oppositionnelle, mais de très longue durée. C'est assez inquiétant pour le Parti socialiste. Alors justement, je vous propose d'écouter Benoît Hamon. C'était hier soir en meeting à Marseille. Vous allez voir si vous retrouvez ces puretés dans les propos de Benoît Hamon hier soir. Emmanuel Macron, c'est le candidat chimère. La chimère telle que décrite par Homère. Un lion devant, un dragon derrière, une chèvre au milieu. Qui est Emmanuel Macron? Qui est Emmanuel Macron? Voilà, qui est Emmanuel Macron, demande Benoît Hamon. Et lui oppose une gauche claire, c'est ce que vous dites, une gauche qui s'assume, mais qui a quand même du mal à rassembler. Oui, effectivement, la définition de la pureté, c'est sans mélange. Donc effectivement, de ce côté-là, Macron est impur, au sens effectivement chimiquement mélangé. Est-ce que ce mélange est contre nature? Je crois pas, pas nécessairement en tout cas. Si des gens se retrouvent après sur une ligne directrice. Et pour dire que les critiques aujourd'hui d'Emmanuel Macron mettent en doute, peut-être qu'on le verra, la capacité après à avoir s'il est élu, à avoir une majorité claire et à essayer d'avoir des gens qui vont être capables et désireux de voter son programme qui, sur certains
certains points est d'inspiration libérale, moi je m'en réjouis, et qui pourrait être difficile à accepter pour une partie d'anciens du PS. C'est peut-être là que cette impureté, cette chimère trouverait ses limites. Oui, c'est effectivement pour l'instant, en tout cas, la limite d'Emmanuel Macron. On ne voit pas très bien comment peut se dessiner sa majorité parlementaire. Oh là, je pense que s'il est élu président de la République contre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, d'abord, dès le 23 avril au soir, je pense que les demandes de ralliement, comment dire, d'adhésion. Non, pas d'adhésion. Mais c'est opportuniste, là encore, c'est l'opportunisme. Oui, mais c'est la politique. Vous aurez une masse de députés socialistes qui demanderont l'étiquette majorité présidentielle. Majorité présidentielle pour pouvoir se présenter devant les électeurs et être réélu. Et puis, 1981, 1988, 2002, 2007, 2012, chaque fois qu'un président de la République est élu et qu'il y a des élections législatives un mois après, c'est un vote de confirmation qui amplifie même le vote présidentiel. Donc il y aura une majorité présidentielle. Je n'en connais pas les contours. 5 ans. On a bien vu qu'avec sous le quinquennat de Hollande, ça avait été difficile. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne connais pas les contours de cette future majorité présidentielle. Nous verrons comment ça s'organisera. Mais il y aura une majorité présidentielle. Et je pense qu'Emmanuel Macron, un peu averti par l'affaire des frondeurs, demandera à ceux qui se présenteront sous l'étiquette majorité présidentielle un engagement ferme de soutien au gouvernement qui se présenteront devant eux. C'est ce qui fait déjà dans son programme, un mot quand même sur Benoît Hamon, c'est quand même étrange. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a pris la moitié, grosso modo, des électeurs du Parti Socialiste, probablement un peu plus. Et au lieu de tendre la main à ses électeurs, il tape sur leurs candidats de façon assez forte, de telle manière que ça ne donne pas éventuellement envie à ces électeurs qui, eux, ont envie d'une gauche responsable, gauche de gouvernement, un peu ce que portent Delanoë ou François Patriat, de revenir vers eux. Première observation. Deuxième observation, il passe plus de temps à dire du mal d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut noter. Benoît Hamon qui prend pourtant des initiatives, il essaye d'édulcorer un tout petit peu son projet, il essaye de changer sans se renier, d'ailleurs, c'est toute la difficulté pour lui. Oui, il a quand même fait quelques avancées, on peut dire quelques reculs, ça dépend de la façon dont on se place, quelques évolutions qui pour l'instant ne suffisent pas vraiment, je veux dire, à donner un tempo à sa campagne. Il y a un moment donné où, quand vous êtes dans une présidentielle, vous êtes obligé d'essayer de trouver une résonance au-delà de votre camp. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, Benoît Hamon, avec la ligne qu'il a choisie, trouve la limite de cette capacité à trouver une résonance. On le voit à travers les sondages. Voilà, si toutefois les sondages ont raison. C'est cette capacité qui est déterminante et qui fait les grands candidats, qui fait ceux qui vont arriver à attirer plus de 20% à eux. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on soit dans cette capacité parce que, encore une fois, si vous critiquez des gens, si vous êtes dans une proposition qui est là pour exclure, et c'est problème du vote utile, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de fonctionner par adhésion et de créer une adhésion. C'est ça qui est le plus préoccupant aujourd'hui, c'est cette difficulté qu'ont quasiment tous les partis à créer une adhésion vraie. D'ailleurs, même chez Marine Le Pen, il y a énormément de gens qui votent Marine Le Pen, il suffit de discuter avec, on en connaît tous les électeurs de Marine Le Pen, qui votent Marine Le Pen par dégoût pour le système incarné par tous les autres. Alors comment reprendre l'initiative pour Benoît Hamon? Proposer des initiatives, comment... Mais Benoît Hamon, il s'est enfermé dans un système assez étonnant. Il est désigné le 29 janvier. Il fait un discours devant la convention du Parti Socialiste d'investiture une semaine après qu'il n'a même pas écrit ni préparé. Et déjà, vous avez un certain nombre de socialistes qui s'interrogent en se disant quel drôle de candidat on a quand même. Bon. Ensuite, il perd un mois à négocier avec Yannick Jadot. Enfin, d'abord, à faire semblant de négocier avec Jean-Luc Mélenchon, alors que tout le monde sait que ça n'a aucune chance d'aboutir. Perte de temps. Et ensuite, il négocie un accord absolument improbable avec Yannick Jadot, qui n'a pas les 500 signatures, mais qui réussit à lui faire croire qu'il les a, qui aboutit sur un accord aussi hallucinant d'accord de circonscription où il faut remettre Cécile Duflot à Paris parce qu'on n'en voulait plus, mais finalement on va la remettre parce que grâce à Yannick Jadot et Benoît Hamon, hop, les socialistes qui avaient désigné une candidate dans le 11e arrondissement de Paris vont devoir à nouveau être obligés de voter, de se faire campagne pour Cécile Duflot, s'ils le font. Bon, c'est un truc absolument imparable. Et il va faire son premier meeting national, grand meeting d'envergure, le 19 mars. C'est-à-dire à un mois seulement de l'élection présidentielle, sachant qu'il était déjà en retard de 2 mois puisqu'il a été désigné tard. Oui. Bruno a parlé tout à l'heure de l'élection de 74, et qui est effectivement un cas d'école qui est passionnant et qui illustre justement cette espèce de malédiction des primaires qui a donné Benoît Hamon.
prenons donc 74. On dit que Chaban était préféré à VGE, que VGE évidemment était préféré à Mitterrand, mais que Mitterrand était préféré à Chaban. S'il y avait eu une primaire à ce moment-là entre VGE et Chaban, qui aurait gagné? Ça aurait été théoriquement Chaban. Chaban, au deuxième tour ou à la présidentielle, aurait perdu contre Mitterrand en 74. Mitterrand aurait été élu. Ce système à 2 tours a une conséquence terrible, énorme. Il y a beaucoup de théories d'ailleurs en sciences politiques là-dessus, sur l'impact des scrutins sur les gens qui sont élus, qui est déterminante. Ce système à 2 tours crée ce système du vote utile, et ça nous permettrait normalement, je trouve, d'avoir une réflexion sur d'autres systèmes de vote, comme par exemple le vote par approbation, où on n'élimine pas comme une espèce de chaise musicale un peu perverse. On essaye de dire, voilà, des primaires, là, pour lequel on adhère. Non, de l'élection elle-même. Pour l'élection, oui. Réfléchir à des évolutions de scrutin. L'approbation, c'est vous avez tous les candidats et vous pouvez dire autant que vous voulez ceux que vous approuvez. Et on prend celui qui a le plus d'approbation. Donc là, vous n'avez pas de système de vote utile. Vous n'avez pas cette espèce de système où vous dites, voyons, j'ai un premier choix, mais mon premier choix a très peu de chances d'aller au deuxième tour, je vais donc voter pour mon deuxième choix, afin que lui ait une chance de gagner contre celui qui est mon troisième choix. Vous voyez un petit peu l'espèce... En anglais, vous savez, le vote utile, ils appellent ça tactical voting. Et c'est complètement ça, les gens rentrent dans des tactiques, alors c'est un peu rigolo au niveau individuel, mais au niveau collectif, ça fait des solutions, je trouve, qui ne sont pas démocratiquement très intéressantes. Les tactiques des électeurs, c'est un peu ce qu'on a pu constater lors des primaires, et on voit ce que ça donne, des candidats qui peuvent être contestés à l'intérieur même de leur camp. Mais regardez Alain Juppé, c'est l'exemple type de quelqu'un qui a fait l'objet d'un vote tactique, parce qu'il fait 28% au premier tour de la primaire, les Républicains, avec 600 000 électeurs de gauche qui sont venus voter. Donc ils ont visiblement venu voter pour lui. Donc, voilà. Et moi je connais des gens, je ne sais pas, alors il y aurait des enquêtes à faire ou des études à faire, qui ont voté aux 2 primaires. Qui sont allés voter à la primaire de la droite pour éliminer Sarkozy, puis qui sont ensuite allés voter à la primaire. Et certains se lancent dans des calculs. Vous avez une tactique plus perverse encore. Vous pouvez aller voter pour celui dont vous savez qu'il est tellement mauvais que vous voulez qu'il soit le candidat contre votre candidat. Mais il y a des gens qui sont allés voter Benoît Hamon pour cette raison, mais qui voulaient déjà voter Emmanuel Macron. Dernier point d'interrogation, François Hollande. Est-ce qu'à votre avis, Bruno Roger-Petit, il va finir par prendre position dans cette campagne? Alors il y a 2 choses. La première, c'est que pour l'instant, il essaie de retenir ceux qui seraient tentés de passer le Rubicon socialiste vers Macron par tous les moyens, notamment ses amis. Donc Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll et un certain nombre d'autres personnes. Je ne pense pas que ça puisse tenir longtemps comme c'est parti. Et puis il y a une deuxième chose, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, en l'état de sa campagne aujourd'hui, qui a réussi à se déconnecter de François Hollande, ait envie de voir François Hollande adresser des signaux en sa faveur d'une façon ou d'une autre, parce qu'aujourd'hui, il n'en a pas besoin. Et je pense que ça aussi, ça énerve profondément le président de la République. Pour conclure, vous êtes d'accord? Oui, ce serait particulièrement pervers de la part de François Hollande de soutenir François Macron. Est-ce que ce serait... Emmanuel Macron. Pardon. Emmanuel Macron. Oui. Parce que est-ce que ce serait pas le baiser de la mort, justement? Donc est-ce qu'on pourrait pas penser que c'est une façon de le soutenir pour qu'il soit mieux, pour qu'il ne soit pas élu, plutôt que le soutenir pour qu'il soit vraiment élu? Au contraire, ne pas vouloir le soutenir, ça pourrait être in petto une façon de le soutenir. Justement par ce silence, on est vraiment dans un système de billard à plusieurs bandes qui est un petit peu fatigant. On aimerait bien qu'il y ait des adhésions à des idées, à des programmes auxquels dans lesquels les Français pourraient se retrouver. Qui plus est, François Hollande a donné une grande interview sur l'Europe au Monde il y a 2 jours, qui est passée complètement inaperçue. Il est aujourd'hui parfaitement inaudible. Ceci dit, il fait des déplacements. Oui, mais il est inaudible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme quoi la France fonctionne parfaitement sans gouvernement, je trouve. C'est très agréable. Et sans président. Je ne sais pas si c'est une conclusion très optimiste. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus ce soir sur notre plateau pour ce match des idées. Avant de parler droit des femmes, puisque c'est la journée de la femme, et de recevoir l'invité de notre grand entretien, Natacha Kester-Séméon. Elle est porte-parole de Jamais sans elle. Eh bien, on refait un point sur l'actualité du jour. C'est le tour de l'info et il est réalisé ce soir par Cécile Sixou. Des pancartes et des slogans. Il est 15h40 précise, place de la République, et ils sont une centaine, hommes et femmes. Ils ont répondu à l'appel à faire la grève pour une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Une initiative lancée par une trentaine d'organisations féministes à l'occasion de la 40e journée de la femme. François Hollande participait lui à une rencontre internationale sur le sujet. Il a pointé les reculs observés dans certains pays. Il y a des risques qu'on nous fasse revenir en arrière. Et ceci, pas simplement dans les pays émergents ou dans les pays
qui seraient confrontés à des dictatures, mais aussi dans les pays développés, aussi dans les pays riches. Gouvernement paritaire, programme scolaire, femmes seules, le président de la République est également revenu sur son bilan auprès des femmes. Le chiffre du jour. Vous êtes 47 millions inscrits sur les listes électorales, un chiffre en hausse de 1,8% selon le ministère de l'Intérieur, ce qui représente un peu plus d'1 500 000 nouveaux électeurs. Désormais, ce sont donc 90% des Français susceptibles de pouvoir voter qui pourront glisser un bulletin dans l'urne pour les présidentielles et législatives. Déclaration. Il y a une autre question qui se pose aujourd'hui, une autre révélation du canard enchaîné sur un prêt non déclaré. Rien du tout sur ces sujets, c'est pas un sujet. Interrogez mes avocats, ce feuilleton ne m'intéresse plus et en tout cas, je ne me laisserai pas entraîner dans une opération qui est clairement une opération de déstabilisation politique. Pour ce qui est de Bertrand Delanoë, il s'était mis en retrait de la vie politique depuis plusieurs années. C'est un homme politique pour lequel j'ai un profond respect, qui a toujours, dans sa carrière, fait preuve à la fois de cohérence, de probité, et qui ce matin, dans des termes très graves compte tenu de la situation du pays, a marqué son soutien. C'est pour moi un soutien d'une nature très exceptionnelle, très rare. En France, 8 mineurs devant la justice, 46 jeunes relâchés après les heurts qui ont éclaté hier dans les lycées de Seine-Saint-Denis. Valérie Pécresse, qui s'est rendue sur les lieux aujourd'hui, va porter plainte au nom de la région Île-de-France. Le gouvernement condamne quant à lui les violences. C'est l'une des premières fois où l'on voit comme ça la violence, non plus simplement sur le parvis des établissements, mais s'introduire dans l'établissement. Il n'est pas question que ça se reproduise. De son côté, Marine Le Pen a critiqué la réaction minimale du gouvernement. Immédiatement, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, a répliqué et accuse le Front National d'exploiter ces violences à des fins électorales. Économie. Mauvaise nouvelle pour le commerce français. En janvier, le déficit commercial hexagonal enregistre une baisse spectaculaire de 4,4 milliards d'euros et approche désormais les 8 milliards d'euros, le pire jamais enregistré. La principale raison de cette dégradation, les faibles ventes d'Airbus, l'un des piliers de l'exportation française. Sécurité. 203 personnes tuées contre 263 l'an dernier. Au mois de février, le nombre de morts sur les routes connaît une forte baisse de près de 23%. Sur les 12 derniers mois, les tendances sont également en recul de 1%. Et c'est l'heure maintenant de la revue de presse avec la une demain de vos quotidiens. On commence avec la une de Libération, transparence de la vie politique. Tous s'engagent, sauf un. Titre Libération demain, indemnité parlementaire, emplois familiaux. Libé a proposé 6 engagements de moralisation financière aux candidats qui ont tous répondu, sauf un. François Fillon, donc dossier à lire demain dans Libération. À la une du Figaro, maintenant, la sortie de l'euro, un scénario noir pour la France. Le Figaro qui a enquêté, notamment au cœur du programme économique du Front National. L'abandon de la monnaie unique pourrait entraîner une grave crise bancaire et financière sans précédent. Et puis, à la une des Échos, c'est le commerce extérieur qui inquiète avec l'état d'urgence. Titre Les Échos, le déficit commercial qui a atteint 7,9 milliards d'euros en janvier, ce qui constitue un record. On vient d'en parler. Et on termine avec la une de La Croix. Maintenant, peut-on se passer du nucléaire? Dossier entier à lire dans La Croix demain. En France, si le consensus en faveur du nucléaire a volé en éclats, personne n'est quand même capable de dire quelle sera l'énergie de demain. Donc, dossier nucléaire à lire dans La Croix. Et tout de suite, maintenant, on va plus loin avec notre invité du grand entretien.
Et c'est une femme dynamique pour cette journée des droits de la femme qui nous rejoint en plateau, parce qu'on ne pouvait pas finir ensemble cette émission sans recevoir une femme. Natacha Kester-Séméon, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Jamais sans elle. J'espère que vous n'allez pas nous en vouloir d'avoir eu un plateau juste avant entièrement masculin. Vous allez nous expliquer en quoi consiste cette association Jamais sans elle. À l'origine, il y a un an, on a eu cette idée de lancer un appel en demandant aux hommes de s'engager pour plus de mixité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des dirigeants masculins dans divers domaines qui s'engagent à ne plus intervenir dans un événement public où il n'y a pas au moins une femme. Donc vous avez voulu mobiliser les hommes et non pas les femmes. C'est ça qui est nouveau et c'est ça qui marche. Voilà. Vous pensez que la progression des femmes dans la société, notamment dans le monde du travail, progressera plus si ça passe par les hommes? C'est votre finalement combat, engagement, pari? Mais on le voit parce que moi-même je suis cofondatrice d'un club féminin qui s'appelle Girl Power 3.0 qui traite des thématiques aussi de la présence des femmes, notamment dans le monde du numérique. Et sur une dizaine d'années, on a pu le voir, c'est très bien d'avoir des initiatives de femmes, c'est essentiel pour plein de raisons. Mais à un moment donné, c'est là où on peut vraiment élargir et faire bouger la société, c'est quand on le fait tous ensemble avec les hommes. Comment vous est venue cette idée? Alors en fait, il y a eu un événement politique notamment, c'était à l'Élysée, il y a à peu près 1 an et demi, il y avait un sommet franco-allemand où Hollande recevait Angela Merkel. Et puis j'ai vu sur les réseaux sociaux des photos tout simplement où il n'y avait aucune femme en experte invitée, ce qui me paraissait un petit peu choquant, d'autant qu'on avait une secrétaire d'État femme au numérique, Axelle Lemaire. Et donc j'ai interpellé sur les réseaux sociaux, et puis il y a un certain nombre de personnalités qui m'ont répondu, et puis on a eu l'idée avec Guy Mamouani et Tatiana F. Salomon de plus largement le proposer, notamment sur Twitter. Combien vous êtes aujourd'hui? Combien d'hommes, notamment, vous ont rejoint? Puisque c'est les hommes que vous voulez mobiliser pour défendre les droits de la femme. Voilà, mais on le fait aussi avec les femmes, on y reviendra peut-être après. On a à peu près 120 à 130 dirigeants, et on a aussi des politiques, dans la première version de notre charte, qui sont dans divers domaines économiques, mais vraiment on tient que ce soit dans la société réelle, dans le vrai monde économique, soit des dirigeants de divers écosystèmes. Donc il y a le numérique, parce qu'on est originaire de cet univers, mais il y a aussi dans les médias, dans la politique, dans la publicité, dans divers domaines. Et donc à peu près, il y en a 120 aujourd'hui, et il y a aussi des étrangers. Vous avez du mal à les convaincre, à leur expliquer que finalement l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas qu'une affaire de bonnes femmes? Alors, en fait, le noyau d'origine était convaincu, c'est pour ça aussi que ça marche, c'est qu'en fait, pour tout vous dire, on n'a pas pris notre téléphone pour appeler nos amis pour signer, ils se sont tous manifestés spontanément en voyant l'appel diffusé sur les réseaux sociaux. Donc c'est un réel engagement, et il y a aussi de la vigilance citoyenne, puisque en fait, chaque personnalité, je pense par exemple à Stéphane Richard, PDG d'Orange ou le PDG de IBM ou autre, qui intervient dans un événement public, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui fait une photo sur les réseaux sociaux et qui peut confirmer ou peut-être signaler si quelqu'un ne respecte pas l'engagement. Il y a de délation en fait. Il y a de la vigilance, mais ça permet aussi, je veux dire, de faire éveiller les consciences. En fait, ce qu'on constate, parce qu'on a beaucoup voyagé en France, c'est que la société civile est plus avancée finalement que peut-être nos dirigeants. Et donc la pression peut venir aussi, mais de façon bienveillante. Il ne s'agit pas non plus de dénoncer, de s'attaquer aux personnalités. Ouais, pour bien qu'on comprenne, vous avez créé un hashtag sur les réseaux sociaux et à chaque fois, effectivement, qu'on parle d'un événement où les femmes ne sont pas conviées, où elles sont absentes, eh bien, vous les dénoncez avec ce hashtag. Alors, ce sont les gens qui les dénoncent, mais c'est ça qui est bien dans notre idée, c'est qu'elle est bienveillante et positive, c'est qu'on est plutôt dans la proposition, on est dans les nouveaux rôles modèles, montrer des femmes expertes dans divers domaines, qui existent, qui sont dans des bords de société, qui sont cadres, qui sont expertes, etc., dans la valorisation de ces profils et d'initiatives positives. Et c'est vrai que parfois, il y a aussi des événements que la communauté, on peut dire, un peu partout en France, signale et essaie d'alerter. Mais ça fait bouger les lignes. On est dans une période électorale, alors évidemment, tous les candidats à l'élection présidentielle s'engagent pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Avant d'en discuter ensemble, je vous propose justement de regarder avec ce sujet de Mounir Soussi quelles sont exactement les propositions des candidats en la matière. On regarde. Pour réduire les inégalités hommes-femmes, les candidats à la présidentielle ont chacun leur solution. Benoît Hamon souhaite la création d'un service public de la petite enfance, la mise en place d'une brigade anti-discrimination, l'augmentation des sanctions contre les entreprises qui ne pratiqueraient pas l'égalité salariale et le doublement des amendes pour les partis politiques en infraction avec la loi sur la parité. Pour mieux protéger les femmes, François Fillon propose d'accorder en priorité les logements sociaux aux femmes isolées et de faciliter le dépôt de plainte en cas de violence conjugale. Sur l'égalité au travail, il préconise de renforcer les contrôles des entreprises sans pour autant augmenter les sanctions. Pour le candidat des Républicains, les dérives islamistes représentent une menace envers les femmes.
Il est sur ce point en accord avec Marine Le Pen, qui place le danger de l'islam radical devant les questions d'égalité salariale. Jean-Luc Mélenchon défend la promotion de la parité en politique, dans l'administration, les syndicats et les associations. Emmanuel Macron s'engage, s'il est élu, à décréter l'égalité homme-femme grande cause nationale dès son entrée en fonction, durcir les amendes en cas d'harcèlement sexuel et instaurer une totale parité en politique et dans la haute fonction publique. Vous le voyez, donc les candidats à la présidentielle, ils s'engagent, ils prennent position, mais est-ce qu'après ils tiennent leurs engagements? On est là pour ça. Je pense que tous, on peut leur rappeler leurs promesses, mais je pense que certains quand même l'appliqueront parce que je pense que c'est plus acceptable. On a besoin de renouvellement dans tous les domaines et je pense qu'on a tout intérêt à le faire. Donc oui, mais on est là. Vous leur proposez une charte, vous leur faites signer un engagement, une charte. Oui. Quelle va être, vous, votre position, votre positionnement par rapport aux différents candidats à la présidentielle? Alors on leur a proposé à tous. Aujourd'hui, on a lancé notre charte. On a eu déjà des réponses, parce que tout va très vite sur les réseaux. Emmanuel Macron est le premier à avoir signé, et Benoît Hamon cet après-midi. Et donc il y a des mesures extrêmement simples parce que nous on est très pragmatiques, parce qu'il y a des travaux qui sont faits par d'autres associations qui existent et qui font leur travail de fond. Nous on propose une chose complémentaire. On dit que par exemple dans le cadre du gouvernement, on demande qu'il y ait des ministères plutôt régaliens pour des femmes, que les femmes soient à des postes clés dans l'administration, dans les cabinets ministériels, et aussi qu'on ne puisse plus voir. Ça passe par l'instauration de quotas alors? Là on n'est plus dans l'idée de quotas, on est dans l'idée de mixité. Il n'y a pas un quota fixe. C'est l'idée qu'on ne peut plus avoir d'équipe uniquement masculine. On peut plus voir non plus une délégation, par exemple. Si on ne fixe pas de quotas, comment on se fixe des objectifs alors? On fixe un objectif minimum pour essayer de faire bouger les mentalités. On est pragmatique, on dit déjà qu'il faut l'appliquer au seuil minimum, et puis après ce seuil, on l'augmentera tous ensemble. Mais il faut déjà commencer à ouvrir la porte et de montrer aussi qu'il y a quelque chose de positif et pas quelque chose un cadre trop rigide. Et ça, je pense que dans divers domaines et dans le monde économique, ces cadres rigides, les entrepreneurs ne sont pas très ouverts. Mais par contre, quand on montre l'avantage qu'on a à le faire ensemble, on peut le faire. Par exemple, on avait pu voir des photos, je pense notamment à une photo où on voyait la délégation française qui avait accueilli le président iranien avec le MEDEF. Il n'y avait pas une seule femme, ça c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait des femmes d'une façon ou d'une autre, mais à des postes clés de responsabilité. C'est pas une question seulement de visibilité. Par rapport aux propositions des candidats que vous avez pu entendre là, quelles sont les positions qui vous semblent les plus intéressantes, les plus innovantes, les plus nouvelles? Écoutez, Emmanuel Macron, ça c'est intéressant, ce qu'il propose. On va voir aussi Benoît Hamon. Moi j'attends de voir aussi qu'est-ce qui vous semble le plus important aujourd'hui finalement? Bon, je pense qu'il y a l'égalité des salaires, mais je pense qu'il n'y a pas seulement ça. Je pense aussi qu'on comprenne... C'est ça ce qui est le plus criant aujourd'hui, c'est l'égalité salariale qui demeure quand même très importante. On peut rappeler, vous pouvez rappeler les chiffres. Mais donc sur l'égalité salariale, c'est absolument essentiel, mais surtout nous pensons, parce que nous sommes et des hommes et des femmes à penser, que quand il y aura davantage de femmes à des postes clés, toutes ces questions-là dans la société vont évoluer. Et ce sera aussi à l'avantage des hommes et des femmes. Je pense par exemple, dans le cadre du travail, on pense par exemple au congé paternité ou autre, aux conditions de travail. Les hommes aussi ont des demandes et veulent aussi en bénéficier. Donc il faut qu'on montre qu'on doit travailler ensemble. Donc là-dessus, on va être attentif. Et on le voit, il y a dans l'opinion, je pense, réellement un intérêt. Et avec la pression des réseaux sociaux et sur le terrain, puisqu'on a aussi développé au niveau régional, eh bien, je pense que ça peut faire manger les mentalités. Et des élus locaux s'en rendent bien compte. Oui, vous l'avez dit, le point noir, ça reste l'écart des salaires entre les hommes et les femmes. Mais pourtant, il y a des indicateurs qui sont plus encourageants. On voit qu'aujourd'hui, chez les étudiants, les filles, le nombre de filles est supérieur à celui des garçons. Oui, mais alors après, il faut regarder dans les métiers qui me concernent plus le numérique. Vous voyez bien que les femmes rentrent dans le monde du travail puis ne restent pas longtemps. Ou dans le monde scientifique, on voit qu'on a licence, master, puis ensuite les chercheurs, la courbe baisse. Et pourquoi ? Parce que ce sont des questions un petit peu complexes qui parlent des rôles modèles au niveau du milieu éducatif, vraiment de vouloir développer des carrières. Mais surtout, ce qui m'inquiète plus spécifiquement, moi, dans mon domaine qui est l'innovation, c'est que s'il n'y a pas davantage de femmes dans ces métiers innovants, eh bien, tout ce qui concernera la croissance nouvelle, il n'y aura pas de femmes dans ces postes clés. Et donc, on le voit bien, le numérique est absolument essentiel. Donc, pour ça, il faut travailler à tous les niveaux et il faut aussi faire en sorte qu'il y ait un cadre un peu plus bienveillant au niveau du développement des carrières. C'est pas évident, mais je pense que si on se donne la main, on peut y arriver. Cadre bienveillant, qu'est-ce que vous entendez par là que pourraient développer, par exemple, les entreprises pour aider les femmes à développer leur carrière? Alors déjà, il y a des programmes... Est-ce que les femmes elles-mêmes ne s'autocensurent pas aussi parfois? Bien sûr, nous sommes aussi co-responsables. Les femmes aussi, on a des problèmes à prendre la parole, à se mettre en avant, à mettre en avant nos qualités. Quand il y a un poste auquel on voudrait se proposer, eh bien on se pose 1001 questions. Un homme, il a 50% des critères, il dit j'y vais, etc. Les femmes, on se pose des questions existentielles, etc. Donc il y a aussi un changement de mentalité chez nous.
qui passe par l'éducation dès la petite enfance? Oui, je pense que c'est l'environnement familial, c'est tout le cas dans l'ensemble, mais on le voit par exemple, des femmes qui ont réussi des diverses carrières ont été énormément soutenues par leur entourage, et c'est possible si on le fait ensemble. Et puis je fais une petite parenthèse aussi sur les femmes qui n'encouragent pas nécessairement les femmes, ce qui peut être aussi un problème. Vous voulez dire qu'elles s'autofreinent? Oui, aussi, et puis voilà, il faut qu'on voit l'intérêt en commun. Donc, mais je pense que sinon, on ne pourra pas avancer dans la société dans son ensemble. Mais là, on va voir, avec la campagne présidentielle, puis plus tard les législatives, on va voir s'il y a vraiment davantage de femmes à l'Assemblée, davantage de femmes aux postes clés. Là, je pense que ça changera les mentalités. Pourtant, François Hollande, lors de sa campagne en 2012, il avait pris des engagements assez forts sur l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous avez l'impression que le bilan de son quinquennat est positif en la matière? Laboratoire égalité hommes-femmes qui avait proposé notamment le pacte a été un petit peu un bilan mitigé, je crois, sur la question. Donc je pense que là, on peut mieux faire. Mais pour cela, il faut vraiment qu'on sorte de la phase de communication. Il ne faut pas que ce soit des questions juste de visibilité comme ça. Il faut que ce soit réel dans les postes clés de pouvoir. C'est là où on pourra aussi montrer que nous pouvons apporter des choses et que nous avons des femmes tout à fait avec toutes les compétences requises à tous les niveaux. Donc votre vision, elle est plutôt à moyen et long terme alors? Tout à fait. Et déjà, on a un petit peu milité, et on n'est pas les seuls, à faire en sorte qu'il y ait des femmes présentes aux primaires. On l'oublie parce que la campagne est un peu avancée, mais on a failli pas avoir de femmes ni à la primaire de la gauche, la droite et du centre, ni à celle de la gauche. On avait beaucoup critiqué l'instauration de la parité en politique. Est-ce que vous pensez finalement aujourd'hui qu'elle a bénéficié aux femmes? Ça a bénéficié, mais on voit qu'on doit pousser. On ne doit pas s'en contenter. Et puis surtout, par exemple, pour les législatives, il faut que ce soit des investitures sur des postes gagnables. Voilà. Donc il y a plein de questions complexes. Et pour cela, il faut que nous ayons... Donc est-ce que là, vous n'êtes pas un peu contradictoire? Il faut quand même pousser un peu les choses. Donc avec des quotas, avec de la parité, avec des lois contraignantes. Ça existe déjà. Il y a déjà des lois qui existent. Elles doivent être appliquées. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Alors, dans certains cas de oui. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait un intérêt. Il faut que nous soutenions ceux qui promeuvent ces programmes, ces associations, et que l'opinion soit plus alerte sur cette question. Et si ensemble il y a plus de pression, plus d'intérêt, eh bien on fera avancer les lignes. Vous avez l'impression que l'opinion se réveille un peu sur ces questions? Écoutez, moi je voyage un peu partout en France. Je vois que oui, la société civile le demande. Parce que d'ailleurs, nous sommes soutenus sur les réseaux sociaux. On a touché plus de 35 millions de personnes avec le hashtag. Ça montre bien qu'il y a un intérêt réel et qu'il y a de la demande. Et on le voit, il y a beaucoup d'associations au niveau régional. Donc à partir du moment où on va travailler ensemble et s'interconnecter, on fera avancer. Ouais, et quand vous dites qu'il y a de la demande, c'est sur quel point précis de la vie quotidienne des femmes? Par exemple, sur la visibilité des femmes, on voit bien que plus on avance dans la hiérarchie de certaines entreprises ou dans le monde en général, eh bien, il y a peu de femmes. Voilà. Donc il y a le fameux plafond de verre. Et le fait qu'il y ait peu de femmes dans les manifestations publiques, c'est pourquoi? Parce qu'il y a peu de femmes responsables dans certains postes. Et donc ça amène à un cheminement psychologique, si vous voulez, un changement de mentalité. S'il n'y en a pas, est-ce qu'elles existent ou pas? En général, elles existent. Ou sinon, il faut faire des programmes de développement des carrières, faire monter les talents dans tous les domaines et le permettre que ce soit au niveau des partis politiques ou des entreprises, qu'il y ait des programmes de mentoring pour faire émerger les talents et les soutenir. Donc il faut que vous alliez sensibiliser les ressources humaines des différentes entreprises, sensibiliser aussi les médias qui le sont déjà à cette question, mais peut-être pas suffisamment selon vous? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense encore une fois que les réseaux sociaux sont très importants là-dessus. On a pu le voir, en tout cas, dans les débats déjà qui ont lieu sur la primaire. On avait des journalistes femmes, c'était très important. Bon, on ne peut pas avoir que un panel aussi de journalistes masculins qui posent des questions à des élus masculins. Et donc, oui, c'est en train de changer. Et puis, les médias, oui, la direction des médias sur la thématique, de montrer aussi que les expertes ne sont pas seulement sur des thématiques données, qu'elles sont sur tous les sujets, aussi économiques, aussi d'expertise, et pas seulement que des thématiques sociales ou dans des positions qui ne sont pas celles de femmes, disons, dans des positions avantageuses. Pour mettre en valeur ces experts, pour les faire connaître, est-ce qu'il faudrait un guide des expertes? Il y a déjà des choses qui existent. Tout à fait, ça existe, mais ce n'est pas nécessairement assez connu. Donc justement, nous travaillons avec un certain nombre d'associations qui ont elles-mêmes fait repérer des expertes, et c'est elles-mêmes ces associations qui nous ont proposé de travailler ensemble. Pour les faire monter, pour mieux les exposer, pour mieux les exposer, et aussi avec la presse quotidienne régionale, aussi avec le travail des élus régionaux, pour faire avancer, pour montrer qu'il y a des experts dans divers domaines, des entrepreneurs, des femmes fantastiques qui font des travaux dans divers domaines, qui peuvent être recommandés pour des événements. Parce que vous savez, que ce soit les médias ou que ce soit les organisateurs d'événements, parfois ils vous disent qu'ils ont du mal à en trouver, eh bien on nous demande et puis parfois on en trouve. Vous les aidez à en trouver. Oui. Si vous étiez nommé demain ministre des droits des femmes, quelles seraient vos premières mesures? Moi, déjà, je préférerais que ce soit un homme qui soit élu. Ça nous changerait.
Mais si c'était vous? Si c'était moi, eh bien je montrerais... Ou si vous étiez la conseillère de cet homme, ministre des droits des femmes? Je pense que j'essaierai de montrer que la société a changé et vraiment qu'on en bénéficie et que c'est plus qu'une question féminine. Ça, je pense que c'est l'élément essentiel. Et donc, comme je vous le disais, de montrer qu'on a un avantage ensemble, notamment sur... On n'est plus dans un combat féministe? Oui, mais un combat sociétal? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt humaniste et féministe, qui est plus large. Il ne faut pas avoir les peurs les uns des autres. Il faut montrer qu'il n'est plus question de s'opposer sur ces questions-là. Il faut collaborer. Et donc, je pense qu'il faut avancer. Et puis, c'est comme la journée de la femme. On aura gagné quand on n'en parlera plus des droits des femmes dans une journée précise et qu'on sera invité dans toutes les émissions comme tous les intervenants masculins. Ouais, vous ne m'avez pas cité une mesure précise. La concrète. La concrète, mais je dis, sur l'égalité et sur la représentation des femmes en général. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup Natacha d'être venue sur notre plateau ce soir pour cette journée des droits des femmes et on va suivre votre hashtag jamais sans elle sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu tout ce que vous faites en faveur des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour finir cette émission, eh bien, je vous propose maintenant de revoir le meilleur de Public Sénat aujourd'hui, c'est le best-of et il est réalisé ce soir par Stéphane Amalian. Si des départements veulent fusionner, pourquoi ne le ferait-il pas? Si, dans une région, des élus veulent expérimenter le conseiller territorial, eh bien je proposerais qu'on leur en donne la possibilité. Seul généraliste de l'établissement, Stéphane Pinard décide de réinventer son métier. Il installe son cabinet dans l'hôpital pour les consultations du quotidien en tant que médecin libéral. Mais il réserve une partie de son temps aux urgences en tant que salarié de l'hôpital. Donc voilà la salle de déchocage où on reçoit les gens en urgence. Elle est équipée pour prendre en charge les urgences vitales, infarctus, AVC. Moi, j'affiche très clairement que je continue à soutenir François Fillon et qu'il n'y a qu'un seul candidat. Après, qu'est-ce qui se passe? L'UDI, par la voix de son président, Jean-Christophe Lagarde, décide en quelque sorte de mener la campagne de déstabilisation en considérant que François Fillon va être... c'est Jean-Christophe Lagarde qui mène la campagne de déstabilisation. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fait ce qu'ont fait beaucoup de républicains pendant le même week-end. C'est-à-dire, en clair, grosso modo, lâchant François Fillon et cherchant à faire en sorte qu'Alain Juppé soit candidat. Bon, et après, c'est l'échec d'Alain Juppé. Et donc manque de peau, lundi matin, Alain Juppé annonce qu'il n'est pas candidat. Et donc, rétropédalage pour retrouver avec François Fillon, c'est tout, quoi. Ordonnance. D'accord. Je vais vous donner ça, quand même. À Belle-Île, plus qu'ailleurs, la présence des généralistes est cruciale. On est vers les 16. Sans eux, il faudrait aller consulter sur le continent. C'est très important parce que s'il y a que juste un généraliste puis qu'on est obligé d'aller voir un spécialiste, on est obligé d'aller de l'autre côté. Bon, ben maintenant, il y en a des spécialistes. C'est vrai que là-dessus, on est quand même gâtés. Parce que de certaines îles, il n'y a rien. Je suis de ceux qui soutiennent le principe de la décentralisation des allocations sociales qui avait été mise en œuvre par Jean-Pierre Raffarin au début des années 2000 parce qu'elle a eu des effets positifs, parce qu'elle a permis d'avoir un service public plus proche, la mise en œuvre d'un suivi plus individualisé. Mais il faut bien le dire, sur certaines de ces prestations, les départements sont devenus des payeurs aveugles. On demande aujourd'hui aux départements de choisir entre, en quelque sorte, les prestations sociales, l'école et la culture. C'est ça la situation dans laquelle on place aujourd'hui les collectivités. Pour mettre fin à cette dérive, je souhaite donc que le versement et le financement du RSA soient recentralisés. 74, il n'y a que 8 femmes à l'Assemblée nationale sur 480. On est en plein combat des femmes. Moi, je participe au mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception avec mes camarades de lutte ouvrière. Je n'ai pas hésité. Vous savez, une campagne électorale, c'est bien moins dur que ce qu'ont vécu des millions d'hommes et de femmes de par le monde qui se sont battus pour leurs idées, qui ont fait de la prison, qui ont été... Non, ça m'inquiétait pas. Bon, bien sûr, après, j'ai découvert que c'était pas si simple, c'était pas juste s'adresser à une assemblée de grévistes. Les femmes, que scandalise la situation qui leur est faite dans cette société.
Et voilà pour le meilleur de Public Sénat aujourd'hui sur notre antenne. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur l'antenne de Public Sénat. Prochain rendez-vous politique sur Public Sénat, eh bien, c'est demain matin, notre matinale Territoire d'info présentée par Cyril Viguier. Et l'invité de demain matin, c'est Olivier Besancenot. Excellente soirée à tous sur notre antenne.